Prochain. Bonjour Mathilde Philippe-Gay, vous êtes professeure de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes aussi spécialiste des États-Unis et notamment de droit constitutionnel américain. Bonjour. La convention démocrate, on l'a dit, s'achève ce soir à Chicago. J'ai deux questions en une à vous poser au sujet de ces conventions des partis. D'abord, à quoi servent-elles? Et ensuite, où se situent-elles dans le processus chronologique de la campagne? Alors, elles sont très importantes, ces conventions, que ce soit républicaines ou démocrates, parce qu'elles viennent clore la première phase qui va s'achever justement ce soir, qui est la désignation par les partis de leurs candidats. Donc, ce sont des moments ritualisés que l'on dit à l'américaine, c'est des vrais shows à l'américaine, mais qui sont très importants, surtout cette année, puisque habituellement, on sait qui sera le candidat à la présidence et puis le ou la candidate à la vice-présidence, on sait à peu près vers mars. Ce qui est original cette année, et tout le monde l'a vu, c'est que Joe Biden a renoncé il y a seulement quelques semaines à sa candidature et que donc cette convention donc clôt la première phase qui est la désignation des candidats, mais en plus intronise véritablement Kamala Harris et son vice-président candidat. Donc c'est quand même une étape très importante, encore plus cette année et encore plus pour les démocrates. Et on a vu avec les interventions à la tribune de Michelle et de Barack Obama qu'on revient sur cette même dynamique d'il y a une quinzaine d'années. Quels sont les risques d'un retour d'une campagne à la Obama ? Alors, il y a des avantages, je pense qu'on les voit, puisque évidemment Barack Obama avait réussi à être élu grâce à ce type de dynamique. Alors, le désavantage, c'est qu'on n'est plus en 2008. L'Amérique actuelle est encore plus divisée qu'en 2008. On est vraiment dans un rapport de force qui est de 50-50, par exemple sur l'interruption volontaire de grossesse, ou bien sur la question de la liberté ou le droit de porter des armes. On a 50% d'Américains pour, 50% d'Américains contre. Donc, arriver à faire une campagne à la Obama, c'est très bon parce que ça fait une bonne dynamique, mais comment arriver à réconcilier ces deux Amériques? Et c'est vrai que Kamala Harris a fait un choix qui est peut-être très intelligent. C'est son vice-président qu'elle a désigné comme à l'américaine, bon mari, bon père, bon coach de football, vétéran de l'armée américaine, mais qui en même temps est très progressiste. Donc il est là justement peut-être pour essayer de rassembler ce que n'a pas fait Donald Trump, qui lui a choisi un soi-même empire. Ce n'est pas de moi, mais d'un chroniqueur américain. Donc elle a choisi quelqu'un de différent d'elle-même, tout en étant progressiste, pour essayer de réconcilier ces deux Amériques. Est-ce que Kamala Harris a finalement fait la synthèse? Elle a vu ce qui était bon du côté de Barack Obama et elle a aussi corrigé les erreurs qu'aurait faites Hillary Clinton en 2016? Alors, effectivement, elle semble avoir tenu compte de ce plafond de verre qu'a décrit Hillary Clinton beaucoup et qui l'a empêchée en tant que femme d'atteindre évidemment la Maison-Blanche. Mais Hillary Clinton a fait d'autres erreurs, peut-être de se sentir supérieure, de sentir que face à un candidat comme Donald Trump, eh bien, la partie était gagnée. En réalité, Kamala Harris le sait, ça n'est pas du tout gagné. L'autre Amérique entend Donald Trump, elle a l'impression que Donald Trump, si on écoute les électeurs de Donald Trump, ils disent mais Donald Trump, quand il est dans notre poste de télévision ou Internet, on a l'impression qu'il est dans notre salon. Il nous parle comme un ami. Et donc cette Amérique-là, Kamala Harris a décidé de la prendre en compte, encore une fois, avec le choix notamment de son vice-président. Et c'est certainement... En tout cas, si elle y arrive, c'est certainement ce qui sera décisif. Oui, l'objectif reste effectivement le 5 novembre, ces fameux 270 voix du collège électoral. Il y aura un débat entre les deux dans quelques semaines, un face-à-face crucial. Est-ce que c'est le point de névralgique et qui a le plus à perdre ? Alors, le 5 septembre prochain, donc effectivement, a lieu le premier débat entre Kamala Harris et donc son adversaire républicain. Oui, c'est très important. On le sait puisque en juin dernier, le 28 juin dernier, il y a eu un premier débat entre Biden et Trump. Et Biden, c'est là qu'est venue toute la remise en cause de sa candidature. Son entourage a été obligé de dire que Biden avait un gros rhume, tellement il n'avait déçu et tellement il avait été l'ascendant avait été pris par Donald Trump, qui lui
lui-même n'avait pas été très bon pourtant. Donc effectivement, c'est déterminant. On voit que Biden a été plombé par le premier débat. Donc il faut maintenant que Kamala Harris réussisse le second. Et on connaît les angles d'attaque de Donald Trump sur son programme. D'abord sur sa politique de réduction des prix, sur sa volonté d'aider au logement. Et ça, Donald Trump dit qu'elle est une communiste. Alors il simplifie largement ses attaques, mais ça peut parler à son électorat. Donc Kamala Harris, il va falloir qu'elle puisse persuader que son programme est faisable aux États-Unis. Mathilde Philippe Gay, restez avec nous. Nous allons regarder cette image de Donald Trump, justement, qui a tenu hier son tout premier meeting en extérieur depuis la tentative d'assassinat dont il a réchappé le 13 juillet dernier. C'était en Caroline du Nord. Et vous le voyez, Donald Trump est apparu derrière ses vitres pare-balles. L'image est quand même assez dévastatrice. Peut-on imaginer un président qui, tout au long de son mandat, apparaîtrait en permanence derrière des vitres blindées ? Oui, alors la symbolique est quand même rude. Moi, je pense à quelqu'un d'autre qu'on peut comparer à Donald Trump. C'était l'ancien candidat à la présidence brésilienne, Bolsonaro, qui était très très loin dans les sondages et qui, après la tentative d'assassinat à son encontre, a fait un bond dans les sondages jusqu'à devenir président. Mais lui refusait de s'abriter derrière des vitres blindées. Et là, en montrant qu'il a peur, peut-être, ou peut-être que son entourage a peur pour lui, Donald Trump sape un petit peu la particularité de sa candidature, qui est de dire « moi je suis sans peur, je vous défendrai », etc. Donc oui, la symbolique est rude. Les précisions de Mathilde Philippe Gay, professeur de droit public à l'université Jean Moulin, Lyon 3, spécialiste des États-Unis. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.